Je vais reprendre ces travaux. Comme ça, je vous montre plein de gens qui font pas mal de choses. Du bon boulot, il y a des enquêtes très longues, d'autres plutôt courtes. Donc, il y a quelques jours, on a eu les restes d'un missile. Malheureusement, c'est écrasé dans un quartier résidentiel et commercial de Kiev. L'endroit de cette découverte est un lieu stratégique, on ne le sait pas. Donc, grâce aux techniques GeoInt, on va essayer de procéder à la géolocalisation en essayant, à partir des dernières images trouvées en source ouverte, via l'OSINT, de retrouver l'endroit. Hein. On va appliquer un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois, mais pour un autre sujet. Là, il s'agit d'un missile. Donc, on va faire un peu de tech hein, découvrir. Il y a plein de gens qui travaillent dessus. On a des comptes Twitter qui nous disent que c'est un missile anti-radiation, un KH-31P. Hein, on va avoir les photos du missile et l'analyse des débris prouve que c'est bien le cas. D'accord? Donc on a plein de photos en date du 24 février qui présentent les restes d'un missile qui serait tombé dans la zone résidentielle de Kiev. Alors la vidéo était un peu courte, hein, donc on va au moins apprendre quelque chose. On va parler un peu de ondes et de bandes de fréquences, hein, puisque tout est ondes et bandes de fréquences. Donc le spectre hein, des ondes électromagnétiques s'étend jusqu'à des fréquences de l'ordre de 10 puissance 24. Hein, en termes de hertz, cette bande de fréquences très large va être divisée en sous-bandes afin de prendre en compte les différentes propriétés physiques des ondes qui la composent. On a le découpage en sous-bandes qui a été effectué à l'origine selon des critères historiques modifiés ensuite pour respecter une certaine nomenclature internationale, au moins en Occident. Aujourd'hui, elle est un petit peu obsolète. Donc si on doit résumer, on considère des valeurs suivantes. Hein, on voit qu'on est en gigahertz complètement et on voit les longueurs de bande en bas. D'accord? Donc, encore une fois, hein, la longueur d'onde va déterminer la bande utilisée en termes de gigahertz. Hein. C'est voilà. Hein, la longueur est grande, plus on va dans le petit avec le LIDAR, hein, les ondes millimétriques. Et voilà, ça permet de scanner, hein, si on doit parler de radar, que ça soit civil ou militaire, ça permet de scanner certaines plages, hein, certaines bandes qui vont permettre soit de repérer, soit de détecter, soit de pouvoir suivre, hein, si on doit parler de radar, et qui vont permettre aussi d'avoir différents types de cibles, hein, puisque un bateau, un avion, un char, un petit drone, des petits objets, des gros objets, des objets qui vont très vite, des objets qui vont très lents, eh ben, on va pas utiliser les mêmes radars, les mêmes longueurs d'onde. D'accord? Donc, à moins que la fréquence exacte ne soit connue, il est toujours pas aisé de traduire hein, cette ancienne désignation en utilisant le nouveau système. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les radars, ils émettent dans une large bande de fréquences. Hein. Plus la fréquence d'un radar est haute, plus elle est affectée par des conditions météorologiques telles que la pluie ou les nuages. Mais une fréquence plus haute permet d'améliorer la précision de l'équipement radar qui émet. Alors, si on regarde, on va diviser, hein, pour simplifier, pour des exemples, hein, on va parler des sous-bandes. Alors, on a la bande A et B, hein, c'est ce qu'on appelle du HF et du VHF, donc du haute fréquence ou du très haute fréquence. Elles sont situées à moins de 300 MHz. Elles sont utilisées depuis très longtemps. Hein. Elles étaient la fine pointe de la technologie radio à l'ouverture de la Seconde Guerre mondiale. Elles sont maintenant surtout utilisées dans des radars de surveillance très éloignés, hein, les radars trans-horizon. Hein. Voilà, ou ce qu'on appelle des EWR, hein, les Early Warning Radar. Donc il est plus aisé d'obtenir une très haute puissance à ces basses fréquences et leur atténuation est plus faible dans l'atmosphère et elle se propage par effet de sol. Donc leur précision est plus faible qu'à des fréquences plus élevées et elle nécessite d'énormes antennes pour obtenir un faisceau qui donne un angle et un azimut convenable. D'accord? Puisque grâce à l'angle et à l'azimut, on va pouvoir faire beaucoup de choses, notamment traquer euh, un objet. Et je vous ai dit, hein, que ça soit un radar ou une radio, à partir du moment où vous émettez, on peut vous détecter. Hein. Encore une fois, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est pour ça que les avions de chasse, hein, quand vous êtes en territoire ennemi, vous activez votre radar le plus tard possible. Hein. Vous allez utiliser
l'infrarouge, les lasers pour désigner des cibles à distance. Euh, c'est pareil, hein, les contre-mesures électroniques, hein, si on doit parler de guerre électronique, on active la guerre électronique une fois qu'on se sait détecter et on n'a pas d'autre choix que de passer du brouillage passif, on va passer au brouillage actif, hein, via des pods, des nacelles, hein, de guerre électronique. Nous en France, on a le système Spectra. Donc la bande C de 300 MHz à 1 GHz, elle est utilisée pour la détection et la poursuite des satellites, ainsi que les missiles balistiques sur de longues trajectoires. Ces radars agissent donc comme une surveillance à longue portée et pour l'acquisition des données de tir. Système de défense aérienne étendue de moyenne portée, hein, qu'on appelle MEADS. Certains profileurs du vent utilisent également ces longueurs d'onde, mais qui sont peu affectées par les nuages et les précipitations, et qui vont permettre donc de mesurer les vents en 3 dimensions au-dessus de leur site, hein. La nouvelle technologie des radars de bande ultra large travaille dans la fréquence de AAC, c'est ce qu'il faut retenir, et ces radars émettent des impulsions dans toutes ces fréquences simultanément, ce qui permet de les utiliser dans des radars, hein, à pénétration de sol pour la recherche archéologique, hein. L'AD, radar de bande L, donc fréquence de 1 à 2 GHz, préféré, hein, pour les radars de portée jusqu'à 400 km, on parle de 250 000 nautiques. Ils peuvent émettre des impulsions de haute puissance et ont une largeur de bande importante et compressée. À cause de la courbure de la Terre, la portée maximale de détection est limitée à basse altitude et les cibles près du sol disparaissent sous l'horizon radar relativement rapidement. Dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne, les radars de longue portée pour les corridors aériens utilisent ces fréquences. Ils sont utilisés en tandem avec une antenne de radar secondaire mono à pulsion assez large, hein, le tout tournant à une vitesse angulaire plus lente que les radars de courte portée. Donc on utilise tout le temps radar primaire, radar secondaire, hein, pour se rappeler mais voilà, hein, le problème c'est que tous les aéroports ne les ont pas, hein, tous les deux. Elle, c'est une antenne large et de longue portée, hein. Donc ça c'est la bande D. Ensuite on a le F, radar de bande S, d'accord? Donc à chaque fois, vous le voyez, on a des radars qui fonctionnent sur certaines bandes et après ils peuvent utiliser parfois plusieurs bandes. Donc là, si on reprend notre exemple, on voit que le F, en effet, hein, on est entre 2 et 4 et on voit que c'est la bande S avec deux sous-bandes F et E. Donc on voit bien, hein, les A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, hein, et ensuite les équipements associés. Donc ensuite, on a la bande E et F, radar de bande S, d'accord? Donc l'atténuation atmosphérique de l'onde, hein, quand on parle des E et F, est plus grande que dans la bande précédente, sans être excessive. Les radars utilisent ces fréquences et doivent avoir une plus grande puissance pour obtenir une portée équivalente de la bande D. Par exemple, le radar MPR, de son nom en anglais, Medium Power Radar, utilise une impulsion de 20 MW, hein. Donc les précipitations commencent à être notées avec ces bandes et c'est pourquoi elles sont utilisées dans les radars météorologiques, généralement dans les régions tropicales et subtropicales. En effet, hein, dans la bande S, l'ancienne nomenclature pour les utilisateurs, l'atténuation est relativement négligeable, hein, dans les forts taux de précipitation en se rencontrant dans ces régions, ce qui permet de voir, hein, au-delà des premiers orages. Ce n'est pas vrai avec les fréquences plus élevées des radars météorologiques utilisés dans les latitudes plus nordiques. Donc ça, faut bien le retenir. Et on a également des radars spéciaux de surveillance aérienne aux aéroports, hein, fonctionnant dans cette bande et qui ont une portée de détection des avions ainsi que de la météo qui se situe généralement à l'intérieur de 100 km. On parle de 50 à 60 miles nautiques. Cependant, les radars météorologiques de bande S, comme le WSR 88D du service météorologique américain, ont une portée de plus de 250 km. Donc c'est assez conséquent. Ensuite, la bande G, radar de bande C, hein, encore une fois, quand on parle de ancien ou nouvelle nomenclature,
Ces fréquences sont utilisées par plusieurs radars mobiles de champs de bataille pour la surveillance aérienne et le contrôle de tir des missiles de courte et moyenne portée. Comme la résolution pour un même diamètre d'antenne est proportionnelle à la fréquence, cette bande permet d'obtenir une bonne résolution avec une antenne réduite et facile à déplacer. Ces fréquences sont également utilisées par les radars météorologiques des régions plus nordiques, comme le Canada et le nord de l'Europe, à cause des coûts beaucoup plus faibles de l'antenne et du transmetteur. Les précipitations causent une atténuation dans ces fréquences si leur taux horaire est important, ainsi que de forts orages qui vont venir bloquer partiellement ou totalement la vue. Ce phénomène peut être compensé par un réseau plus dense de radars ayant des zones de couverture qui vont se chevaucher partiellement et de points de vue différents. C'est ce qu'on recherche. Il ne faut pas qu'il y ait d'angle mort, puisque c'est là, sinon, où éventuellement les missiles de croisière peuvent faire de l'évasion en termes de radar et passer sous la couverture. Voler bas, lentement, voler bas, rapidement et contourner. L'antenne, les transmetteurs, c'est ce qu'on fait quand on essaye de contourner les sites SAM et faire du SID. hein. On va, on va justement, on va avoir les belettes sauvages qui vont attirer l'attention et risquer leur vie pour que les radars justement d'acquisition de poursuite se mettent en branle et à partir de là, on va envoyer ces missiles qui vont être guidés sur les mêmes sources de radiation des radars ennemis et qui vont venir les détruire. Et aussi en termes de guerre électronique, quoi. Si vous avez beaucoup de mégawatts, vous pouvez envoyer des méchantes ondes qui vont venir griller les radars de poursuite, de conduite, d'acquisition de l'ennemi. Là, c'est de la pure guerre électronique. Donc voilà, ça marche bien. Ensuite, on a la bande I et J, radar de bande X ou Q, KU. Donc ces bandes se situent entre 8 et 12 GHz, nécessitent une antenne encore plus petite, c'est pourquoi elles sont populaires pour les systèmes qui nécessitent légèreté de l'ensemble radar et une portée limitée, car ces ondes sont totalement atténuées par les précipitations, même légères. En outre, les avions de chasse, l'interception et l'attaque, qui disposent de peu de place, en font un grand usage. Donc vous retrouverez ça beaucoup sur les avions de chasse. Les systèmes de téléguidage aussi au sol de missiles qui tirent également profit de ces petites antennes qui permettent une très grande mobilité. Ces bandes sont également communes dans les radars maritimes, civils et militaires. Elles permettent l'utilisation de petites antennes peu coûteuses ayant une portée intéressante et une bonne précision. Généralement, il s'agit d'antennes à guide d'onde en fente ou à plaque qu'on appelle antennes patch qui sont protégées par un radome. C'est pour ça on parle de radome radar. Finalement, les radars à synthèse d'ouverture, je vous en avais déjà parlé, le RSO, pour la cartographie civile et militaire par avion ou satellite, qui utilisent plus souvent ces fréquences. Un radar RSO inverse spécial de la patrouille aérienne maritime utilise également ces fréquences pour la mesure de la pollution atmosphérique. Donc, plusieurs usages et c'est duel. À chaque fois, ça peut être utilisé dans le civil, mais ça peut également être utilisé pour le combat par l'armée. La bande des K, radar K, K, K et K petit a, plus la fréquence augmente, plus l'absorption atmosphérique est grande et cause une atténuation du faisceau radar, ce qui va limiter la résolution en distance et la portée. Les radars de bande K sont donc limités à la très courte portée, de très grande précision et à un taux très rapide de balayage. Les radars de surface utilisent de très courtes impulsions de quelques nanosecondes à ces fréquences. Ils peuvent ainsi suivre les mouvements des véhicules sur le tarmac et les pistes d'aéroport, leur résolution permettant de visualiser la silhouette des véhicules. Ensuite, on a la bande V. Donc, encore une fois, plus la bande est soit grande ou petite, plus, encore une fois, la courbe sinusoïdale va pas être la même et donc on va pouvoir détecter beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus lentement. Mais voilà, c'est ce qui va conditionner aussi précision et le taux de balayage. Bon cas, parfait. Ils peuvent suivre les mouvements des véhicules sur le tarmac, les pistes d'aéroport et on peut visualiser les silhouettes des véhicules. Très bonne résolution, la bande V, atténuation de plus en plus grande au fur et à mesure où on avance
l'atténuation s'accroît, hein, et comme la vapeur d'eau, hein, qui est contenue dans l'air cause une dispersion du signal, ça va venir perturber, hein, et malheureusement on n'y peut rien, les conditions météo impactent grandement le fonctionnement d'un radar, hein, de toute façon. Et les portées des radars qui utilisent la bande V n'est donc que de 2 mètres et se limite à la détection de mouvement, hein. Typiquement, voilà, on va s'en servir pour faire d'autres choses, hein. Là, ça va être très ciblé. Ensuite, on a la bande W. Là, maintenant, on arrive sur une page de fréquence qui comporte deux modes, un dû à la forte atténuation des molécules d'oxygène, hein, l'O2. Là, si on parle autour de 75 GHz, l'atténuation elle est maximale, alors qu'à 96 GHz, elle est minimale. Donc, hein, on voit un petit peu de la plage sur lesquelles on peut opérer, et les radars récents utilisent pour le stationnement et pour couvrir les angles morts, la régulation de vitesse. Dans certaines automobiles de luxe, on a une fréquence de 75-76 GHz, hein, au niveau du fonctionnement, et l'atténuation de l'oxygène les immunise des interférences des autres fréquences. Donc là, ça peut être un avantage, et certains équipements de laboratoire utilisent des fréquences de 96 à 98 GHz. Là, cette fois-ci, pour des expériences sur les radars de fréquences extrêmement élevées, on peut monter jusqu'à 100 GHz. Voilà. Donc on voit qu'on a le compte Twitter, hein, qui dit que ceci est l'épave d'un missile anti-radiation utilisé par les bombardiers Su-34, hein, donc c'est les bombardiers lourds, c'est des sortes de super Sukhoi 27, et les pilotes sont côte à côte. Et le Su-34, oui, s'occupe notamment, il peut transporter ça. Et dans ce cas-là, c'est du SEAD, hein, c'est du SID. Donc c'est des missions, ce qu'on appelle les bullets sauvages, Wild Weasel. C'est suppression, hein, des systèmes radars. On va détecter les radiations, justement, hein, puisque je vous dis toujours, tout est onde, tout est bande, tout est fréquence, au terme de spectre électromagnétique. Et les radars, bah oui, émettent sur une certaine longueur et on peut les détecter, envoyer des missiles, hein. Donc ce type de missile, c'est ce qu'on appelle des missiles anti-radiation. Anti-radiation, pourquoi? Parce qu'il va venir se capter, hein, et se focaliser sur les émissions radar ennemies. Et on a des radars de conduite de tir, poursuite, acquisition, etc., etc. Et justement, ils émettent, hein. Et à partir du moment où vous émettez, hein, c'est pareil, je vous le dis toujours, avec la communication radio, que ça soit chiffré ou pas chiffré, on sait que vous émettez, hein. Et on peut après, via la triangulation, pouvoir vous repérer trilatération, ça dépend de ce que vous voulez faire, hein, mais c'est les bases. Donc on lance le missile et il va venir tout simplement détruire le radar ennemi, le ou les radars, hein, puisque généralement il y a deux trois radars en même temps. Ils ont chacun euh, un mode spécial, hein, pour les systèmes SAM anti ce qu'on appelle du air seul. Donc un peu de technique, spécification, missile dédié à la destruction de radars. Le KH-31 est à l'origine un missile anti-navire d'une portée estimée légèrement supérieure à 100 km. Vitesse Mach 3,5. Sa version, la 31P, est dédiée à la destruction des radars grâce à son guidage capable de remonter jusqu'aux émissions de ces derniers. Modernisé avec un capteur de détonation sans contact et possédant une gifle d'efficacité accrue pour une destruction efficace des radars, y compris ceux avec des dispositifs d'antenne placés vers le haut, jusqu'à 15 mètres. Celui-ci peut être tiré depuis des appareils tels que le MiG-29, MiG-31, Su-24M, Su-27, Su-34 ou encore le dernier né, le Su-35, hein, qui commence à devenir un peu l'épine dorsale de l'armée russe. Donc on a des images. Là, on le voit au salon aéronautique MAX, hein, qui a lieu chaque année en Russie. On reconnaît les 4 boosters qui vont permettre l'amorçage, hein, l'envoi initial. Et ensuite, il va gagner toute sa vitesse et sa manœuvrabilité avec son moteur central. Et donc, on a des parties mobiles qui permettent l'évolution.
et on voit les diamètres, les marquages et la nomenclature sur le missile. Donc là, on voit les images des débris du missile qui ont été récupérés à Kiev ou à Kiev. Alors là, c'est la photo importante, puisque c'est ça qui va nous permettre de retrouver la position. On voit deux enseignes, donc on a MTK et Microtrend. Si on regarde un peu, et MTK, en fait, euh, on va aller récupérer ces deux informations pour essayer de retrouver. On remarque la présence donc de ces enseignes. Et si on regarde sur Street View, ça permet de confirmer la localisation des deux établissements. Hein. Vous zoomez, Aptiekia, donc MTK, là, ce qu'on lit nous, Aptiekia, correspond à une pharmacie, et Mobile Trend, accessoire pour smartphone. On a une vue un peu plus reculée, ça nous montre qu'on est proche d'un axe routier et qu'il semble s'agir d'un quartier résidentiel et commercial. On voit les coordonnées, on voit la photo prise à ces coordonnées. Encore une fois, on voit le lieu d'impact matérialisé avec un symbole jaune. On retrouve hein, l'Aptiekia et Mobile Trend. Ok. Donc, si on regarde la géolocalisation au lieu d'impact du missile, on retrouve notre Aptiekia 03 et on voit le lieu d'impact. La présence d'un opticien, d'une banque, une pharmacie, une bijouterie, même une école. Donc, il ne semble y avoir aucune cible militaire ou d'intérêt sur les lieux. Étant donné la portée du missile, le porteur devait probablement se trouver au-dessus de l'espace aérien ukrainien au moment du tir, et au vu des éléments subventionnés, le missile a probablement été intercepté en vol par une contre-mesure électronique ou par la défense aérienne ukrainienne, avant peut-être d'atteindre sa cible, on ne sait pas. Voilà, je remercie Steven Defou, qui est à l'école de guerre économique, et Nicolas Dafrav pour leur travail. Et petite enquête, mais vous voyez, des fois, quelques preuves suffisent pour retrouver. Et ça fait des petites enquêtes sympathiques. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.